Alors ma première étape du tour, c'était en 2022. Donc étape du tour 2022, je fais 261e, 6h30 d'épreuve pour 198 watts moyen et 227 normalisé. En 2023, je fais 316e pour 200 watts moyen et 241 normalisé, pour un poids qui est équivalent à 2022, donc environ 72 kg. Donc entre 2023 et 2022, il y a 1 heure d'épreuve en moins, certes, mais ça fait quand même une quinzaine de watts en plus en 2023, donc j'ai une légère progression physique, pas énorme, mais elle est quand même là. Par contre, ça fait 60 places perdues parce que les autres progressent plus que moi et le niveau est de plus en plus relevé chaque année. Étape du Tour 2024, je vous en ai fait le résumé il n'y a pas très longtemps. 142e pour 5h30 d'épreuve. 230 watts moyen pour 255 normalisé et un poids de 70 kg. Donc ça fait 20 watts de gagné par rapport à 2023. Donc cette fois-ci, la progression physique, elle est claire et nette. Et ça se reflète aussi sur mon classement général puisque j'ai gagné quasiment plus de 150 places. Donc si je fais le bilan par rapport à cette première étape du Tour en 2022, c'est en gros 2 kg de gagné sur la balance, plus de 30 watts de gagner à tous les niveaux de la courbe de puissance et avec une progression qui s'est faite notamment sur cette dernière année. Alors comment ai-je réussi à progresser autant durant cette année? Je vous partage aujourd'hui mes leviers sur la performance qui ont été les plus déterminants pour moi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe d'une nouveauté qui est apparue sur la chaîne récemment. Vous avez accès maintenant à 2 types de contenus. Les contenus vidéo dont vous avez l'habitude, ça ne change pas, comme la vidéo d'aujourd'hui. La nouveauté, elle concerne les contenus vidéo live, qui sont des contenus vidéo non montés, en direct live, durant lesquels je vous partage mes séances d'entraînement, ou bien des lives, des contenus éducatifs, en général tous les vendredis soirs, dans lesquels je vous donne mes conseils concrets pour vous améliorer en cyclisme. En ce qui concerne ces contenus live, j'ai déjà fait des lives sur la planification de l'entraînement, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, j'ai fait des lives sur le facteur d'efficacité, comment améliorer son endurance, comment intégrer la musculation, quoi faire. Bref, il y a déjà pas mal de choses. Ce type de contenu live, il est diffusé gratuitement, en direct, en public, donc à tout le monde, vous y avez accès. Par contre, pour accéder aux rediffusions, il faut être membre Les Watts. Et pour devenir membre Les Watts, eh bien, il faut cliquer sur un petit bouton qui s'appelle Rejoindre, juste à côté du nom de la chaîne, comme le bouton s'abonner, sauf qu'il s'appelle Rejoindre, qui vous proposera de débloquer ce contenu live exclusif en rediffusion pour 99 centimes par mois. C'est aussi une façon de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Parmi les leviers que j'ai utilisés cette année, certains étaient nouveaux et d'autres non. J'en ai relevé 7 et je vous propose de les aborder par ordre croissant d'importance selon moi. Le premier levier dont je veux vous parler, c'est l'entraînement respiratoire. Ça fait déjà un petit moment que vous me le demandez. Donc, si je vous en parle en premier, vous comprenez que ça n'a pas eu un impact très important pour moi. J'ai en effet utilisé en début de saison un appareil qui s'appelle le Breathe Better et j'ai utilisé la programmation notamment de Sean Seal qui est spécialiste dans l'entraînement respiratoire. Alors, en ce qui concerne l'entraînement respiratoire, j'ai lu aussi ce que je trouvais au niveau de la littérature et il n'y a pas vraiment de papier qui prouve l'efficacité des protocoles d'entraînement respiratoire ni même de l'outil en ce qui concerne les performances en endurance. Mais vous me connaissez, j'aime bien tester par moi-même, surtout que les études, j'y accorde une certaine importance, mais pour moi, l'expérience terrain, ça reste plus important et plus intéressant parce que dans les papiers, parfois, on en conclut que c'est pas efficace, alors qu'il y a parfois dans l'échantillon utilisé peut-être 1 ou 2 répondeurs. Donc moi, j'aime bien quand même tester les choses parce que je me dis que peut-être, je fais peut-être partie de ces bons répondeurs. Dans la pratique, j'ai regardé si c'était utilisé par des athlètes d'endurance et il y a effectivement pas mal d'athlètes connus et moins connus qui utilisent l'appareil
qui s'entraînent au niveau respiratoire et qui déclarent avoir réduit leur perception de l'effort à une intensité équivalente. C'est-à-dire qu'en gros, pour des watts équivalents, eh ben, le RPE a légèrement diminué pour eux. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai effectivement constaté lorsque j'ai fait des efforts en gros autour des 500 watts, donc vraiment à très très haute intensité, des efforts répétés d'une minute en gros. J'avais le sentiment, c'est de l'ordre du ressenti, hein, j'ai pas effectué de protocole scientifique pour le mesurer, mais j'avais effectivement l'impression de mieux respirer et de mieux récupérer entre les efforts. Maintenant, ça reste quand même relativement faible et j'ai pas gagné non plus 1 point de RPE à 500 watts. Alors j'aurais pu continuer ce travail respiratoire toute l'année. Malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'est un problème de charge mentale. En fait, charge mentale et aussi de rapport temps-bénéfice. Parce qu'en fait, je mets déjà tellement de choses en place durant l'année que c'est compliqué pour moi de rajouter encore ce temps d'entraînement respiratoire. J'ai déjà des gros volumes à vélo, je fais plusieurs séances de musculation, j'ai pas mal de contraintes au niveau professionnel, comme la plupart des gens, contraintes de vie familiale. Donc, rajouter encore 15-20 minutes d'entraînement respiratoire chaque jour, c'est compliqué, et c'est compliqué d'autant plus quand on n'est pas complètement sûr des bénéfices. Donc, je pense qu'il y aurait eu un petit intérêt pour moi de continuer, mais le rapport temps-bénéfice n'en valait pas la peine par rapport aussi à la charge mentale que ça pourrait représenter. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être intéressant pour vous. Je pense que les bénéfices et les effets sont assez individuels et en fonction de nos limites respiratoires, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes bénéfices. En tout cas, voilà, je vous donne mon point de vue sur la chose. Dans la mesure où j'ai pratiqué pendant seulement quelques mois et que j'ai arrêté ce travail durant l'année, bah forcément que ce travail d'entraînement respiratoire, il a eu peu d'impact sur ma performance de cette année. Deuxième levier de ma progression, alors il est seulement en 2e position, mais là on commence vraiment à rentrer dans les leviers qui ont compté pour moi. Ce 2e levier, il s'agit de la musculation. Alors je parle ici du travail avec des charges lourdes, c'est-à-dire des charges qu'on va pouvoir soulever seulement sur 4-5 répétitions maximum. Ce travail de charges lourdes, certains y répondent très bien et d'autres beaucoup moins bien. Personnellement, je pense que je me situe dans la moyenne et c'est pour ça que je pratique ce travail de musculation depuis plusieurs années. Alors, je dois reconnaître que j'ai parfois eu des difficultés à être régulier sur ces séances de musculation. Les années passées, j'ai parfois eu du mal, effectivement, durant les périodes de compétition, à conserver ce travail. Parfois, j'avais plusieurs semaines d'affilée sans séance de musculation. Le problème de ça, c'est que quand on ne conserve pas une séance de rappel de façon régulière, je dirais au moins tous les 10 jours, ben, on perd les bénéfices qu'on a acquis durant l'hiver notamment, puisque c'est là où on se trouve loin des compétitions en règle générale. Mais cette année 2024, c'est pour ça que je la mets en levier de progression pour moi cette année, a été vraiment exemplaire de ce point de vue-là. J'ai quasiment effectué une séance de rappel toutes les semaines de cette année. Je pense que j'ai dû peut-être sauter 2-3 semaines sur la totalité de cette année. Donc vraiment, je pense que cette régularité dans le travail de musculation m'a permis de passer encore un petit cran en termes de progression. Alors qu'est-ce qui me permet de dire que la musculation m'a aidé à progresser? Comme je vous disais, il y a cet écart entre les années précédentes où j'étais peu régulier et cette année où je l'ai vraiment été. Donc je me dis que déjà ça, il y a un changement au niveau des protocoles entre les années précédentes où j'ai progressé un petit peu et cette année où j'ai progressé beaucoup. Et puis, au niveau de la littérature, il y a un consensus au niveau des bénéfices sur la musculation, notamment en termes d'économie. Alors effectivement, j'ai pas gagné, enfin en tout cas j'ai gagné peu de watts, je pense, sur les très hautes intensités. Par contre, j'ai énormément gagné cette année en économie, ce qui rejoint la littérature aussi à ce niveau-là. J'ai énormément gagné en durabilité cette année. Je suis capable de tenir des watts élevés beaucoup plus longtemps. Alors, quel type de travail j'ai effectué cette année? Je vous parlais des charges lourdes.
Mais si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail sur ces séances de musculation, sur leur planification, quel programme utiliser, ben, sachez que vous pouvez retrouver mon programme que je suis depuis plusieurs années sur mon site internet leswatts.fr. Troisième levier sur ma performance, c'est la nutrition. Alors la nutrition, c'est l'un des fondamentaux en récupération. Je pense que c'est le fondamental le plus important juste après le sommeil, parce que si vous ne mettez pas le bon carburant dans le moteur, ben la machine va pas fonctionner de façon optimale. Et je pense même que c'est l'un des fondamentaux, la nutrition, les plus sous-estimés. Je me permets de le dire parce que moi-même, je l'ai sous-estimé pendant longtemps. Ça fait quand même plusieurs années que je fais attention, même très attention à la qualité de ce que je mange. Et ça, cette année, ça n'a pas tellement changé. J'ai pas fait de gros changements à ce niveau-là. Par contre, j'ai fait quelques changements qui m'ont permis notamment de mieux récupérer entre les séances. Et si on récupère mieux entre les séances, eh ben, on est capable de les enchaîner plus, donc de faire plus de volume, d'avoir de meilleures sensations, de meilleures adaptations, et donc une progression plus intéressante. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai réussi cette année à perdre 2 kilos, a priori, sans perte de muscle, sans perte de watts. J'ai même gagné des watts. Donc, je pense que ces changements ont été particulièrement importants dans ma progression cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai changé ? Eh ben, j'ai simplement rééquilibré, alors d'une part, les quantités de ce que je mangeais, et puis d'autre part, les proportions au niveau macronutriments. J'ai légèrement augmenté mes apports en protéines, j'ai légèrement diminué mes apports en lipides, et puis j'ai parfois augmenté ou diminué mes apports en glucides en fonction de mes journées d'entraînement. Alors, si j'ai réussi à faire tout ça sans faire d'erreur, bah, c'est grâce à une application qui s'appelle The Athlete Food Coach. J'ai tellement été convaincu par cette application que c'est moi qui les ai contactés pour qu'on travaille ensemble. Donc c'est pour ça que vous verrez désormais leur logo en introduction des vidéos. Mais vraiment, voilà, c'est moi qui suis venu vers eux après avoir utilisé l'application. Et d'ailleurs, je l'utilise toujours aujourd'hui et je vais continuer de l'utiliser. Donc, si c'était pas quelque chose de qualité, c'était pas quelque chose que j'utilisais, je ne vous en parlerai même pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il travaille depuis quelques années aussi avec l'équipe Visma. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'aspect nutrition, je vous invite vraiment à aller tester cette application qui, pour moi, a eu un impact énorme, vraiment, sur mon entraînement et sur ma progression cette année. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je prévois de faire un live éducatif dédié à la nutrition et dédié aussi à l'utilisation de l'application The Athlete Food Coach. Je pense que ça devrait se faire dans environ 15 jours après la publication de cette vidéo. Quatrième levier sur ma performance, il s'agit du sommeil. Alors, je vous en ai parlé un petit peu juste avant. Le sommeil, c'est clairement le fondamental, c'est ce qu'il y a de plus important pour récupérer. Si vous ne dormez pas assez ou si vous dormez mal, vous aurez beau vous entraîner beaucoup et avoir le meilleur entraînement du monde, vous ne progresserez pas. Le sommeil, c'est vraiment fondamental dans la progression. Alors personnellement, ma qualité de sommeil s'est un petit peu dégradée ces dernières années, comme pour beaucoup de personnes, j'imagine, en prenant de l'âge. Hein, je dors pas, je récupère pas aussi bien que quand j'avais 20 ans. Alors le problème, c'est que comme mes nuits, ma qualité de sommeil s'est un petit peu dégradée avec l'âge, bah, je suis obligé de compenser maintenant par des siestes quand c'est possible. Alors, j'ai récupéré un petit bracelet qui est le bracelet Whoop. Alors, vous allez me dire encore de la pub. Absolument pas. Je vais être vraiment très honnête avec vous. C'est pas quelque chose de révolutionnaire pour moi, le bracelet Whoop. Loin de là. Et je vous dis pas non plus qu'il faut en mettre un, mais c'est pour moi l'occasion de tester quelque chose. On a l'habitude de quantifier, de calculer, de compter notre charge d'entraînement, notre volume d'entraînement, mais on parle très peu de la quantification du volume de récupération. Combien de temps on s'entraîne? On a toujours une idée précise, on est capable de répondre assez précisément. Par contre, si on vous demande combien de temps je récupère, on ne sait pas trop quoi dire. Alors, pour moi, ça va être intéressant de pouvoir traquer avec ce petit bracelet combien de temps je dors, de traquer aussi la qualité de mon sommeil, ce qui va me permettre d'objectiver mon
volume de récupération et de pouvoir éventuellement m'obliger parfois à prendre le temps de récupérer un peu plus et de m'obliger à faire des siestes quand c'est possible. Voilà, c'est un petit bracelet qui va m'aider en ce sens-là. Je ne peux pas vous dire si ça va vraiment changer les choses. C'est un test pour moi cette année. Je vous ferai un retour sans doute plus complet d'ici une petite année. Et cette année 2024, pour moi, elle a quand même été intéressante du point de vue de la récupération, même sans ce petit bracelet que j'ai depuis pas très longtemps, parce que je me suis obligé à faire davantage de siestes, tout simplement. J'ai pas réussi, j'ai pas les clés pour dormir plus longtemps la nuit, ni pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Par contre, je peux m'obliger à libérer un petit peu de temps, parfois entre midi et 2 notamment, pour dormir un petit peu. Et ça, je l'ai fait beaucoup plus cette année que les années précédentes, et je pense que ça a clairement changé la donne en termes de récupération. Et là encore, ça m'a permis d'enchaîner les séances de façon plus qualitative et d'avoir sans doute des adaptations plus intéressantes. Cinquième levier, il s'agit de l'entraînement chaleur. Alors clairement, l'entraînement chaleur, c'est quelque chose que je ne vous ai pas ou très peu partagé cette année, parce que si je l'avais fait, j'aurais sans doute fait un classement beaucoup moins intéressant que cette année. Clairement, pour moi, ça a été un levier extrêmement puissant et je pense qu'il pourrait l'être aussi sur vous. Alors, j'ai commencé cet entraînement à la chaleur fin décembre 2023 et j'ai effectué un total de 42 séances chaleur. Sur chacune de ces séances chaleur, j'ai relevé plusieurs choses. Ma température corporelle grâce à un petit capteur qui est le capteur corps. J'ai relevé ma puissance et ma fréquence cardiaque. L'objectif de ces séances, c'était de faire monter ma température corporelle au-delà de 38,5 degrés entre 45 minutes et 1 heure pour créer des adaptations. 3 types d'adaptations: amélioration de la résistance à la chaleur, amélioration de la thermorégulation et puis des adaptations au niveau cardiovasculaire et hématologique. Donc, clairement, l'entraînement à la chaleur, ça ne sert pas que à mieux tolérer la chaleur. Vous allez avoir des gains de performance, même à température modérée, puisque vous thermorégulez mieux, et puis vous avez des adaptations cardiovasculaires hématologiques, donc plus de globules rouges. Et quand il fait même 0 degré dehors, ben, la température corporelle, elle monte. Donc ça reste intéressant de pouvoir mieux thermoréguler, même à température froide ou modérée. Alors, en quoi consistent ces séances chaleur? Ben, c'est tout simplement de pratiquer ça. Moi, je vous conseille de faire ça sur Home Trainer parce que ça permet de contrôler les différents facteurs externes, notamment la température. Vous vous habillez bien chaud, comme si vous sortiez faire du vélo dehors en hiver. Pas de ventilateur. Et puis, bah, vous pédalez pendant 45 minutes, 1 heure, plutôt à basse intensité, pour faire monter la température corporelle et transpirer énormément. Vous allez dégouliner, vous allez tremper les vêtements, c'est normal, c'est le but pour créer les adaptations. Et au fur et à mesure de ces séances chaleur, eh bien, j'ai mon facteur d'efficacité qui s'est amélioré. Le facteur d'efficacité, c'est le rapport entre la puissance de sortie et puis votre fréquence cardiaque. Donc, plus je pratiquais ces séances et plus pour une intensité équivalente, on va dire en gros 200 watts, j'avais ma fréquence cardiaque qui diminuait. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'analyser ce facteur d'efficacité et de l'utiliser pour améliorer votre entraînement, sachez que j'en ai parlé dans une newsletter et même dans un live. Donc je vous invite à vous abonner à la newsletter et à visionner ce live qui vous donnera un petit peu plus de conseils et de façons d'utiliser ce facteur d'efficacité que je ne vais le faire dans cette vidéo. Concernant ce protocole chaleur, on a environ 80% des gains au bout de 15 jours, à raison de 3 séances par semaine. Donc, il aurait suffi que je fasse en gros 15 jours de bloc, juste avant mon objectif, notamment juste avant l'étape du tour. Voilà, j'aurais été acclimaté à la chaleur et j'aurais eu en gros quasiment la totalité des gains. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça très tôt dans l'année? Comme je vous le disais, j'ai commencé ça en décembre, j'ai fait plus de 40 séances. Eh ben, je vous en ai parlé aussi juste avant, on a plusieurs types d'adaptations. Alors certes, il y a l'acclimatation à la chaleur, mais c'est pas ce qui m'intéressait moi dans l'immédiat.
Ça m'a intéressé quand on est arrivé sur les périodes chaudes et notamment à l'approche de l'étape du Tour. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était les adaptations au niveau de la thermorégulation et surtout les adaptations hématologiques. Puisqu'en fait, quand on expose le corps à des températures très élevées, on a le volume plasmatique qui augmente. Et comme le corps est très bien fait et qui cherche toujours à garder un état d'équilibre en toute chose, constatant que ce volume plasmatique augmente, il va vouloir conserver un équilibre avec le taux d'hématocrit et donc il va faire plus de globules rouges. Et clairement, je ne sais pas si c'est lié directement à cette augmentation de globules rouges, mais en tout cas, c'est peut-être lié aussi à la thermorégulation qui s'est améliorée, à ma résistance à la chaleur. En tout cas, j'ai constaté une amélioration de mes seuils assez importante suite déjà à ce premier protocole de 15 jours. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais ça juste une fois peu de temps avant un objectif, alors que je pourrais profiter de ces galas toute l'année, toute une saison, et m'entraîner sur ces améliorations et sur ces adaptations. Je préfère m'entraîner, passer des séances, des grosses séances sur un seuil à 260 watts plutôt qu'un seuil à 230 watts. Pour moi, c'est plus intéressant en termes d'adaptation, en termes d'entraînement. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai fait ça toute l'année. Si vous souhaitez en apprendre encore plus sur ce protocole chaleur, ben moi je vous conseille vraiment la formation de Rémi Rivet. C'est ce que j'ai fait, j'ai suivi sa formation. C'est ce qui m'a permis de comprendre tous les enjeux et la façon de mettre en place un protocole chaleur en évitant certaines erreurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers le travail de Rémi Rivet sur YouTube et sur Instagram. 6e levier sur ma progression, alors on va pas se mentir, clairement, c'est le volume. Alors le volume, c'est extrêmement puissant. Pour n'importe qui, ça reste l'un des leviers les plus puissants conjointement avec le sommeil. Mon volume d'entraînement en 2024 pour la préparation de cette dernière étape du Tour, il était d'environ 850 heures à l'année. Par rapport à 2023, c'est 150 heures de plus. Je suis passé de 700 à 850. Donc ça fait une augmentation assez importante de 25%. En gros, je suis passé de 16 heures d'entraînement, de 13 heures pardon, d'entraînement hebdomadaire à 16 heures en 2024. Donc clairement, c'est pas négligeable, c'est important et ça a compté dans ma progression cette année, il n'y a pas de doute. Mais cette augmentation du volume, il suffit pas à lui seul à expliquer l'amélioration de mes performances cette année, puisque c'est dans la lignée de ce que je fais depuis 3-4 ans, j'augmente mon volume tous les ans de façon progressive. Ça a eu un impact, certes, mais ça suffit pas à expliquer à lui tout seul l'amélioration de mes performances cette année, surtout que c'est l'augmentation progressive de ce volume d'année en année, ce volume global qui me permet aujourd'hui d'assimiler ces 16 heures de vélo par semaine. 7e et dernier levier, donc c'est pour moi, peut-être que je me trompe, mais c'est pour moi celui qui a été le plus déterminant dans ma performance sur ces dernières années et sur cette dernière année, puisque j'ai changé pas mal de choses en ce qui concerne la qualité et la spécificité de mon entraînement. Alors ça fait 2 ans que j'utilise les tests lactate pour calibrer mes intensités à l'entraînement. L'année dernière, ça a été ma première année d'utilisation de ces tests lactate, une année de formation. Cette année, je maîtrise vraiment bien l'outil, je maîtrise très bien toute la méthodologie qui va autour. Je connais précisément mes seuils, et ce, tout au long de la saison, ce qui me permet de cibler précisément une zone de travail, une qualité, et de vraiment garder le contrôle sur mes charges de travail toute l'année. Et la zone que j'ai particulièrement ciblée cette année, beaucoup plus que les années précédentes, c'est justement cette zone qui se situe entre mes deux seuils, entre le seuil 1 et entre le seuil 2. Donc la zone 3 dans un modèle à 5 zones, la zone 2 dans un modèle à 3 zones, donc la zone qu'on appelle basiquement, la plupart d'entre nous, la zone tempo. Et c'est le travail dans cette zone, et notamment autour de ce premier seuil qui m'a permis, je vous le rappelle, de passer 240 watts en début de saison à 270 watts au moment de l'étape du Tour. Donc ça fait une progression très importante et ce travail en zone 3, autour de ce premier seuil que j'ai réalisé avec différents types de séances, des séances
au premier seuil, avec des longs intervalles au premier seuil, des séances d'over-under autour du premier seuil, et puis des séances que moi j'appelle low tempo, donc c'est l'intensité juste au-dessus du premier seuil, donc bas de zone 3. Et c'est l'ensemble de ces séances qui m'ont permis de pousser, tirer ce premier seuil et de l'amener jusqu'à 270 watts, jusqu'à l'étape du tour. Ces séances-là, j'en ai pas réalisé que quelques-unes, comme les années précédentes, j'en ai réalisé vraiment beaucoup toute l'année. J'ai fait beaucoup de blocs LT1 et beaucoup de blocs en zone 3. Et clairement, pour moi, c'est le cumul de ce volume entre les deux seuils qui m'a permis de passer un cran cette année. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur ces différents types de séances, j'en ai parlé dans un live éducatif il y a quelques semaines, donc je vous invite à le visionner si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fait le tour des leviers de progression qui ont été les miens cette année. Je vous prépare une vidéo sur des leviers que je vais essayer d'actionner encore cette année, peut-être des leviers que j'ai utilisés cette année, mais peut-être aussi de nouveaux, pour continuer de progresser et pour peut-être atteindre le top 100 sur l'étape du tour. Ça, on verra. Avant de vous laisser, je vous annonce que de nouveaux plans d'entraînement sont disponibles sur mon site leswatts.fr. J'ai entièrement revu et retravaillé tous les plans qui étaient déjà présents sur le site. J'ai retravaillé la qualité des séances, leur diversification, la planification. Les objectifs sont mieux ciblés. Donc voilà, tout ça me permet de vous proposer une deuxième version des plans que vous connaissiez déjà. Certains ont peut-être disparu. Il y a aussi de nouveaux plans d'entraînement. Donc je vous invite à aller regarder tout ça si ça vous intéresse. On conserve la charge contrôlée, on conserve les conseils nutritionnels durant les séances et évidemment des prix mesurés qui permettent à chacun de progresser sans se ruiner. Et puis, au moment où je vous parle, je travaille aussi sur un plan étape du tour 2025. Ce sera un plan spécifique pour cette étape du tour. Je prends le temps d'analyser le parcours et de construire un plan qui réunit vraiment toute mon expérience et tout ce qui m'a permis, moi, de progresser pour me rapprocher du top 100 de l'étape du tour. D'ailleurs, il est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ou au moment où la vidéo sort, que ce plan étape du tour 2025 soit déjà présent sur le site internet. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!